Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Dans le cadre des manifestations du 30 juin, nous organisons toute une série d'émissions avec des philosophes, des intellectuels congolais, pour comprendre la situation du Congo aujourd'hui. L'histoire est très importante, très importante. Sans histoire, il n'y a pas d'avenir. Donc nous allons tabler sur le livre du professeur Zongala Ntalaja, intitulé « Faillite de la gouvernance et crise de la construction nationale au Congo-Kinshasa ». Puis une analyse des luttes pour la démocratie et la souveraineté nationale. Donc on va prendre 3 ou 4 émissions pour essayer un peu de décortiquer les livres des profs, pour que notre peuple, surtout la jeunesse, comprenne l'histoire de ce pays qui n'est pas donné, qui n'est pas enseigné à l'école. C'est qui est curieux, alors que ça fait 61 ans que nous sommes indépendants. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Je pense, pour qu'on soit un peu comptable de manière pédagogique, on commence par le premier chapitre de votre livre. D'abord, pourquoi vous l'avez écrit? Comme il y a une raison. Oui, c'est un livre que j'ai écrit comme un projet sur l'État congolais. Je l'ai commencé en 1980 à l'université Howard de Washington avec un financement de l'université. J'ai fait des recherches à Bruxelles dans les archives coloniales et aussi dans plusieurs centres de recherche. Et je l'ai terminé en 2001 quand j'étais fonctionnaire des Nations Unies au Nigeria. Donc c'est un livre qui m'a pris beaucoup de temps, mais j'y tenais beaucoup parce que je voulais faire une histoire politique de notre pays. Je suis politologue, donc c'est une histoire politique, ce n'est pas l'histoire écrite par les historiens. Ah, c'est bien, si vous n'êtes pas historien. Donc vous l'avez fait en 2001, nous sommes en 2021, vous l'avez retouché quand même, parce que je vois ça. Oui, c'est-à-dire que ça c'est la version française. Oui. La version originale était en anglais, quand c'était dans les États-Unis. The Congo from Leopold to Kabila. Le Congo de Léopold à Kabila. Voilà. Oui. Donc ça a été publié en 2002 par une presse britannique. Oui. Et le livre d'ailleurs a obtenu un prix donc, des politologues américains qui étudient l'Afrique. Ils l'ont décerné le prix en 2004 comme le meilleur livre publié en 2002. Une question, professeur. Vous écrivez pour qui? Pardon? Vous écrivez pour qui? C'était pour tout le monde, c'est-à-dire que je tenais certainement que ça soit traduit en français, mais je l'ai traduit moi-même, c'est-à-dire que j'ai réécrit maintenant en français pour le peuple congolais. C'est pour cela que l'ICREDES, d'ailleurs, vous voyez que c'est publié par l'ICREDES, l'Institut de recherche en développement et d'études stratégiques de Kinshasa. Donc j'ai tenu à ce que ça soit publié ici. Et on l'a lancé ici à Kinshasa en 2015. D'ailleurs, le potentiel où vous étiez m'a bien reçu. Il a fait des émissions télévisées. Exactement. Avec Eli Kembokolo, Justin Kankwenda. C'est ça. Prof, on commence par l'État indépendant du Congo, le Congo de Léopold II. Oui. Mais avant d'arriver à cela, il faut que les gens comprennent comment les choses sont passées à la conférence de Berlin. Je pense du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. C'est ça. Donc si nous parlons, c'est pour que la jeunesse comprenne ce qui s'est passé réellement. Comme ils n'apprennent pas l'histoire à l'école, c'est serait mieux qu'ils comprennent un peu ce qui s'est passé. Tout à fait. Mais le jeu était fait pour le Congo bien avant Berlin. Le premier pays de reconnaître les revendications de Léopold II sur le Congo, c'était les États-Unis d'Amérique. Au mois d'avril 1884, voilà. Donc 7 mois avant Berlin, les Américains ont reconnu le drapeau bleu avec étoile jaune comme le drapeau d'un pays ami. Mais quel était ce pays? Une organisation de recherche, l'Association internationale pour le Congo, que Léopold avait créée comme pour cacher ses véritables intentions, qui étaient de coloniser un territoire africain. Alors, pour donc tromper l'opinion, il a dit que c'était une entreprise philanthropique. Ils vont là-bas pour amener la civilisation, le christianisme, combattre l'esclavagisme arabe, ainsi de suite. Mais il était pire que les esclavagistes arabes. Il a commis des crimes atroces
hein, que le journaliste américain George Williams a décrit comme le crime contre l'humanité. C'est la première fois dans l'histoire du monde que quelqu'un a inventé ce terme, crime contre l'humanité, qui aujourd'hui constitue l'un des 3 crimes principaux en droit international. Le crime contre l'humanité, crime de guerre et crime de génocide. Oui, ça c'est l'Amérique l'a reconnu en 1884. Oui. Mais n'était pas un État. Mais comment est-ce qu'il est arrivé à s'installer à Berlin? Donc à Berlin, ce qui s'est passé, par exemple, il a envoyé ses émissaires, bien sûr. Lui-même n'était pas là. Il a envoyé ses émissaires à Berlin. Et donc le Berlin, comme vous le savez, les journaux européens l'appelaient conférence sur le Congo. Hein? Pourquoi? Parce que cette conférence a été convoquée sur l'initiative de la France et de l'Allemagne, qui étaient donc inquiets du fait que la Grande-Bretagne avait signé un accord avec le Portugal, reconnaissant donc la présence portugaise en Angola. Alors, la France et l'Allemagne ont eu peur que si le Portugal allait monter un peu plus loin au nord, il va maintenant contrôler le bassin du Congo, hein, qui était vraiment une région stratégique. Non seulement du point de vue géographique et géopolitique, mais aussi du point de vue de la richesse. Donc, un territoire parcouru par le grand fleuve Congo, hein, et qui possédait beaucoup de ressources. Donc, la conférence a eu comme objectif quoi? Il y avait 3 points inscrits à l'ordre du jour. Donc, liberté de circulation sur les fleuves du Niger et du Congo. Liberté de commerce dans le bassin du Congo. Et puis, les règles de jeu pour l'attribution des territoires sur le littoral ouest africain. Donc, c'était ça les 3 points de Berlin. Mais ça n'empêche qu'il y a eu de manipulations, qu'il y a eu comment dirais-je, de négociations entre États pour s'attribuer des territoires. Mais ce n'est qu'après la conférence de Berlin, sur base de ce 3e point, les règles du jeu, qui a eu ce qu'on appelait la ruée sur l'Afrique. Ok, mais prof, voilà. On peut dire que Léopold c'était un génie diplomate. Oui, tout à fait. Du fait qu'il n'a rien, il dit aux autres que aux Américains, je vais ouvrir les marchés, la civilisation. Tout à fait, justement. Il aura les Allemands et les Français. Il a son Congo. Exactement. Certainement, il a eu beaucoup de difficultés à obtenir l'accord de la Grande-Bretagne. D'ailleurs, où c'est sa cousine qui était la reine Victoria. C'était sa cousine. Mais le point essentiel est que, entre les 3 grandes puissances européennes, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, personne ne voulait que l'autre ait le Congo. Donc, ils étaient soulagés que Léopold II ait reçu le Congo. Parce qu'il veut dire, ce petit roi-là, on va le contrôler. Donc, il y avait à Berlin 14 puissances. 14 puissances, oui. Donc, une puissance non européenne, non blanche, c'était la Turquie. La Turquie, oui, c'était la Turquie. Et d'ailleurs, c'est le seul pays, donc, avant Berlin, donc avant la fin de Berlin, tous les 13 États avaient reconnu les revendications de Léopold sur le Congo, sauf la Turquie. Pourquoi? Ils ne s'intéressaient pas. Pour eux, ils ne trouvaient pas qu'un petit royaume européen allait conquérir et occuper un pays africain. Mais les autres là-bas, donc c'est ainsi que le dernier jour, le 26 février 1885, Léopold avait envoyé une lettre à Bismarck, le chancelier allemand, qui présidait la conférence. Le chancelier a lu la lettre à l'audience pour dire que voilà, de tous les pays qui sont là, sauf la Turquie, n'a pas encore reconnu mes revendications sur le Congo. Donc les représentants des différents pays se sont levés et ont applaudi. C'était ça. C'est ce qu'on peut dire, c'est la seule décision prise à Berlin qui puisse indiquer qu'on a divisé l'Afrique. Il n'y a pas eu un autre document écrit. Donc il y a eu certainement la division a eu lieu, mais ça n'a pas été inscrit. Donc on peut dire que c'est Léopold qui a créé l'État indépendant du Congo, oui, parce qu'il a signé le premier décret, lui en tant que président. Oui, bien sûr, bien sûr.
Mais... Oui, il est le fondateur de l'État du Congo, il n'y a pas de doute là-dessus. L'homme, on avait créé, donc on avait, la conférence avait prévu que la liberté de commerce dans le passé du Congo. Oui, il n'a pas respecté ça. Il n'a pas respecté ça. Il a mis le monopole. Oui, tout à fait. Oui. Et avec le monopole britannique, français, allemand, et puis quelques Américains, ils ont commencé leur exploitation du Congo. Mais c'est comme ça, parce que quand on regarde un peu l'analyse de certains historiens, ils disent que comme le Polonais n'a pas respecté l'article, je pense, 4 de l'accord de Berlin, qui stipulait qu'il faut ouvrir tous les marchés à tout le monde, il a considéré monopole, donc il a remis en cause. Oui, exactement. Et c'est ce qui a fait, c'est que les autres n'étaient pas très contents, n'ont pas accepté. Oui. Et ça coïncidait avec les coupes, donc avec les mains coupées, les génocides, les caoutchoucs. Oui. Mais c'était surtout ça, c'était surtout le fait qu'il a créé un régime de terreur qui a abouti à des millions de Congolais morts. Il y en a qui étaient tués, il y en a qui sont morts de maladies, le fait qu'ils sont allés se réfugier dans des forêts, ainsi de suite. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est parce qu'il n'a pas respecté la règle de la concurrence, donc de la liberté de commerce? Mais le type n'avait aucune valeur. Le type, c'était un homme qui, depuis l'enfance, il a rêvé d'avoir des colonies. Il a essayé de s'acheter des colonies en Argentine, en Indonésie et ailleurs. Et heureusement, pour lui, il a trouvé le Congo. C'est suite au voyage de Henry Stanley. Donc le fait que quand Henry Stanley est allé chercher Livingstone, il l'a trouvé en Tanzanie, sur le fleuve, sur le lac Tanganyika. Et quand Stanley a fait ses écrits, ça a beaucoup influencé les pôles. C'est ainsi qu'il a demandé qu'on fasse venir Stanley à Bruxelles pour qu'il l'engage dans son entreprise coloniale. Oui. Donc, il n'a pas respecté la liberté de commerce. Et en 1906, il y a quand même une opération qui n'était pas correcte. Léopold II a créé des entreprises semi-mixtes. En ouvrant aux Américains, aux Britanniques, presque tout le monde occidental. Mais c'est comme s'il a fait les transferts de biens de l'État indépendant du Congo au privé. Oui, d'une façon, enfin, il a commencé dès le début, moi je dirais, parce qu'il a confisqué les terres des Congolais. Son premier acte, c'était quoi? C'était un décret qui disait que toutes les terres vacantes appartenaient donc à l'État indépendant du Congo. Or, dans notre système africain d'agriculture, il n'y a pas de terres vacantes. Toutes les terres sont soit utilisées, soit mises à côté pour que ça puisse reproduire la fertilité. Donc, quand vous parlez de la règne de terreur à la fois privée et multinationale, est-ce que vous avez une explication? Oui, c'est-à-dire que le Congo était pratiquement une propriété privée du roi Léopold II. D'ailleurs, comment dirais-je, il y a un historien belge, Jean Stengers. Stengers, dans un de ses livres, il dit que Léopold II a donc, comment dirais-je, été propriétaire du Congo au même titre que John Rockefeller était propriétaire de Standard Oil. Donc pour lui, l'essentiel c'était la question, est-ce que l'entreprise est-elle une entreprise qui puisse produire, qui puisse lui produire des profits? Est-ce que professeur, on ne peut pas dire qu'il n'est pas propriétaire, mais il était gérant des intérêts étrangers parce que le Congo était considéré comme une société internationale? Non, pas du tout, parce que c'est-à-dire qu'il y avait cette obligation qu'il avait de respecter les décisions de Berlin, du point de vue de la liberté de circulation, liberté de commerce, et ainsi de suite. Mais il était le propriétaire. On dit que l'État du Congo allait appartenir au roi Léopold. Donc il était le propriétaire du Congo. Et le Parlement belge a voté qu'il soit le roi souverain de l'État indépendant du Congo.
Donc là, il n'y a pas de doute qu'il était le propriétaire. Ok. On va venir de parler d'Adam Rothschild dans Les fantômes, l'Holocauste oublié, les fantômes de Léopold II. Oui. Et dans ce qu'il écrit, il explique que Léopold II, c'était un tueur, c'était un homme violent. Ouais. Mais Léopold n'a jamais mis ses pieds au Congo. C'est ça. Mais comment est-ce qu'on peut dire qu'il est responsable de... Mais c'est lui qui donnait des ordres. Tous les administrateurs, il avait une administration internationale, Oui. hein, composée de fonctionnaires de Belges, Français, Italiens, Scandinaves, ainsi de suite. Oui. Hein. D'ailleurs, il semble que après les Belges, le deuxième groupe le plus important était composé d'Italiens. Exactement. Et dans la force publique, le deuxième groupe important d'officiers était des Scandinaves. Exactement. Voilà. Donc c'était une administration internationale, mais qui répondait aux directives de Léopold II. C'est lui qui signait les décrets. Hein, c'est lui qui disait qu'il fallait faire ceci. Non seulement il a déclaré que toutes les terres vacantes lui appartenaient, mais il s'est créé un domaine particulier à Léopold II. Hein. Il a pris toute la région du lac Maïndombe. Hein. Donc une région de forêts vierges avec beaucoup de richesses, du point de vue de caoutchouc, ainsi de suite, appartenait à Léopold II. C'est lui seul. Et c'était un décret secret. Donc on peut dire que c'est à cause du caoutchouc quand même que le monde a été alerté. Bien sûr, tout à fait, oui, exactement. Oui. Avec la coupure de mai là, et tout ça. Okay. Prof, quand on regarde de plus près cette période de Léopold II, on peut trouver certaines situations similaires à ce qui se passe aujourd'hui. On prend l'exemple de caoutchouc, c'est à cause du caoutchouc qu'il y a eu des morts. On a coupé, et puis on a décidé de prendre Léopold, donc de saisir le Congo, donner à la Belgique. Aujourd'hui, on parle de coltan et autre chose. Ici, on ne sait pas identifier les responsables. Mais du temps de Léopold II, il y avait un responsable. Donc le capitalisme se cache derrière derrière des individus. Mais cette fois-ci, il n'y a pas un individu sur lequel on peut... Exactement, tout à fait correct. Donc on peut conclure que nos malheurs viennent du capitalisme occidental prédateur, professeur. Absolument, absolument. Oui. Léopold II a pu réussir son aventure au Congo grâce aux multinationales hein, qui lui offraient des capitaux pour investir et avec qui il collaborait. D'ailleurs, il avait des parts, donc il avait des actions dans toutes ces entreprises. Il profitait de chaque entreprise qui était établie au Congo. Oui. Est-ce qu'on peut parler des gens qui ont beaucoup fait la campagne de Léopold à l'extérieur? Oui. Dans votre livre, j'ai lu, il y a William Shepard qui était chez Bakuba. Il y a encore lui, Adam Rothschild qui a écrit. Il y a encore un autre ici, ça c'est un Britannique, Arthur Conan Doyle. C'est ça. Mais cette campagne s'est passée dans quelles conditions? C'est-à-dire que le missionnaire protestant était le premier à lancer donc l'alerte. Les baptistes dans le Congo central, les presbytériens au Kasaï, et puis les Scandinaves dans la province orientale, dans le nord-est. Donc il y a eu tous ces protestants qui ont commencé donc une campagne contre Léopold. Ils écrivaient des rapports à leurs sièges respectifs pour dire que vraiment, ce n'est pas bien ce qui se passe ici, hein, qu'on est en train de massacrer des gens pour faire de l'argent. Alors, le pasteur protestant auquel vous avez fait allusion, Shepard, c'était un noir américain et un des deux fondateurs de l'église presbytérienne au Congo, qu'ils ont fondé en 1891 à Lwebo. Alors, c'était un homme qui avait appris la langue Kuba, qui était très proche du royaume et qui était très très populaire parce qu'en tant que quelqu'un qui connaissait bien manier les armes, il allait à la chasse et il donnait de la viande aux gens. Donc c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour alerter l'Amérique
au crime de Léopold II. Et il a eu un procès avec Léopold II. Oui, il y a eu un procès contre lui, mais qu'il a gagné parce que le tribunal a dit que non. Il était accusé de diffamation par la compagnie de Kasaï. Donc la compagnie de Kasaï qui exploitait la région de Kasaï, surtout l'ivoire, mais surtout le caoutchouc. Donc c'est ainsi que au tribunal, les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le consul américain qui était basé à Boma est venu à Kinshasa pour suivre le procès. Et le vice-consul qui était ici à Kinshasa était aussi là. Tous les deux étaient au tribunal chaque jour. Et les missionnaires étaient là en train de prier et tout ça. Mais comme on le dit dans l'ouvrage de Rothschild, ce ne sont pas les prières des missionnaires qui ont changé le point de vue des Belges. C'était la pression américaine. Le fait que les États-Unis ont fait comprendre à la Belgique qu'ils n'accepteraient pas le transfert du Congo à la Belgique si les missionnaires allaient être condamnés. Donc c'est ainsi que le juge a dit que oui, monsieur Shepard a écrit l'article condamnant, mais il n'a pas cité la compagnie de Kasaï. La compagnie n'était pas citée. Donc il n'y a pas de culpabilité. Mais dans cette campagne, quel est le rôle de Casamance et Morel? Morel, c'est Kesman, enfin, dans la prononciation anglaise. Roger Kesman, c'était le consul britannique au Congo. Le ministère des Affaires étrangères de Grande-Bretagne lui avait demandé de faire une enquête sur le rapport des missionnaires. Est-ce que ces rapports étaient fondés? Est-ce que c'est vrai qu'on coupait des mains? C'est vrai qu'on était en train de tuer des gens? Donc il a fait une enquête. Et cette enquête, les résultats ont été publiés en 1904 par le ministère des Affaires étrangères à Londres. Alors, Kesman a fait connaissance de Morel. Qui était Morel? Edmond Morel était un jeune Français, mais qui, après la mort de son papa, la maman l'a amené en Angleterre. Il a commencé à travailler comme clerc dans une compagnie de commerce qui avait des bateaux qui amenaient des biens en Afrique et ramenaient donc beaucoup de choses. Alors il allait donc de Liverpool où il travaillait, il allait souvent à Anvers pour contrôler ce que les bateaux amenaient, ce que les bateaux amenaient. Alors il s'est rendu compte que les bateaux venaient du Congo, plein de marchandises, plein de choses comme les caoutchoucs, l'ivoire et d'autres biens. Mais le bateau qui allait en Afrique, il n'amenait que des armes. Alors il dit, mais qu'est-ce que c'est? Comment expliquer ça? Donc ça lui a amené à faire l'enquête. Alors il a trouvé qu'on était en train de, comment dirais-je, d'organiser vraiment des massacres des Africains. C'est ainsi qu'il a commencé un journal où il publiait tout ce qu'il connaissait. C'est ainsi qu'il a organisé, c'est ainsi que les gens comme Kesman ont eu beaucoup de respect pour lui. Et d'ailleurs, c'est Kesman qui l'a influencé de créer l'association pour la réforme au Congo. Et cette association qui a pris donc qui a fait un grand travail pour alerter donc les Européens, les Américains sur le crime de Léopold II. Parce qu'on disait que Léopold II avait un grand lobby à Washington. Là, il fallait que Morel se déplace pour aller faire la campagne avec le... Non, enfin, je ne sais pas s'il a fait le voyage des États-Unis, mais il y avait déjà deux grandes personnalités américaines et qui ont donc guidé le travail sur la campagne contre le Léopold II. C'était qui? Le grand dirigeant noir américain Booker T. Washington, donc l'homme qui est reconnu pour ses théories d'éducation et tout cela, et le grand écrivain américain Mark Twain. Donc les deux là ont présidé la section américaine de l'Organisation pour la réforme au Congo. C'est comme ça qu'on a bâti Léopold II sur place là-bas. Tout à fait, oui, ils ont fait de très bonnes campagnes
ils ont mobilisé beaucoup de gens. Mark Twain a même écrit un livre où la soliloquie de Léopold II, où le roi parlait de ces massacres et tout cela. Il a été reçu par Washington, par le président américain, Mark Twain. Mark Twain a fait quoi? Il a été reçu par le président américain. Oui. Ce sont des gens qui avaient donc accès à la Maison Blanche et qui pouvaient certainement plaider la question congolaise. Oui. Quand les Britanniques et les Américains ont dénoncé le massacre de Léopold II, donc il y a eu une commission d'enquête qui a été mise en place entre 1904 et 1905. C'est ça, la commission de Léopold II. Léopold II a voulu donc montrer que ce que Kessman a écrit n'était pas correct. Malheureusement pour lui, sa propre commission a été à 100% d'accord avec Kessman. Il a dit que d'après ce que nous avons pu recueillir au Congo, tout ce que M. Kessman a raconté, c'est correct. Donc c'est ainsi qu'on a décidé. Oui. C'est ainsi qu'il n'avait plus de défense. On a décidé de prendre, de récupérer le Congo, l'État indépendant du Congo, et l'annexer à la Belgique. Exactement. Donc le Congo n'était pas une colonie belge. Non, c'était, comme j'ai dit, la propriété privée de Léopold II. C'est devenu colonie belge en 1908. Donc à cause de pression de grandes puissances, notamment les États-Unis et les grandes puissances européennes. Mais prof, mais ça n'a pas été facile pour que Léopold II installe son État. Et quand même certaines mutineries de la force publique et aussi la distance coloniale. Oui. On parle vaguement, nous on parlait de Kandolo Kabatetela qui avait résisté. Quelles sont les grandes manifestations, les grandes résistances de révolte de Congolais face à l'État indépendant du Congo? Oui, la révolte des soldats congolais, qui est très bien écrite dans le livre de Guy Debouc, donc un auteur belge, qui a écrit beaucoup sur le Congo. C'était une révolte qui était due certainement au maltraitement des soldats par les officiers, les officiers de l'État indépendant du Congo, des gens qui étaient traités comme des animaux, qui étaient mal nourris, mal payés, puis auxquels on administrait la chicote sans raison. C'est simplement parce que l'officier est un sadiste ou bien c'est quelqu'un qui se plaisait à fouetter les Africains, tout cela. Donc, ce qui fait que les soldats se sont révoltés. La révolte a commencé à Lulabour, Kananga, en 1895. Et ça a duré pendant des années. Parce que de Kananga, c'est allé vers le nord et le nord-est. Qui était révolté? Enfin, lui, il était l'un des dirigeants, il était l'un des premiers à se révolter, mais les autres soldats se sont rejoints à lui. Et non seulement des soldats, mais aussi des civils. Il y a eu des chefs coutumiers qui se sont liés à cette révolte. Donc c'était devenu, comme Debouc le décrit dans son livre, une résistance nationale. Que les gens, pour lui, et moi je suis d'accord avec lui, c'était plus ou moins un des débuts de la prise de conscience des Congolais. Donc de voir que nous constituons une nation, que nous devons défendre cette nation contre des étrangers. Oui. Donc c'est vrai, les populations s'est révoltées, mais de l'autre côté, dans la pacification de l'espace congolais, il y a une histoire de Tipo qui était gouverneur du Katanga, alors qu'ils ont fait... Non, Tipo n'a jamais été gouverneur du Katanga. Non, pas Katanga, de Kisangani, de la région de Kisangani. Alors que c'était... C'est entre l'État indépendant du Congo et... Oui, mais ça c'était un arrangement entre lui et Léopold II. Donc les émissaires de Léopold II ont trouvé que c'est bon d'utiliser quelqu'un qui avait pour contrôler déjà ce territoire-là. Donc il y avait déjà un État au niveau de... Exactement, tout à fait. Il contrôlait déjà la région de comment dirais-je, de Kassongo, tout près de Kindula, il y a une petite ville là, le nom m'échappe pour le moment, mais il contrôlait bien tout ce territoire-là, entre le lac Tanganyika et le fleuve Congo, jusqu'à Kindu. Donc c'est ainsi qu'il avait déjà son empire, et les Belges ont trouvé que c'était mieux
de l'utiliser. D'ailleurs, vous voyez, donc l'ironie de ça est que Léopold II est allé au Congo, il a obtenu donc l'appui des Européens pour avoir le Congo sur base du fait qu'il allait combattre l'esclavage. Exactement. Voilà. Mais voilà maintenant qu'il entre en alliance avec un esclavagiste bien connu, type. Hein? C'était pour la faire la base. Oui, parce que ce qui montre que ses intérêts, ce n'était pas de l'humanisme. Oui. C'était faire de l'argent. Hein? Donc, quand on a offert à Type le gouvernorat de Kisangani, qu'on appelait Stanley Falls, hein, il a souri. Ça n'avait pas de sens. Dans votre livre, vous avez fait une comparaison entre la faiblesse de l'espace un peu politique chez nous, dans l'Afrique centrale, et on n'a pas eu de Tchaka Zulu. Exactement. Comme les autres. Sundiata Keita, dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi chez nous, on n'a pas eu des hommes comme ça qui pouvaient résister? On n'a pas eu de structure un peu solide. Mais c'était pratiquement à cause de cet esclavagisme swahili-arabe et qui avait vraiment affaibli beaucoup d'États. Hein? On avait des États, hein? Mais ces États ont été affaiblis par cette... la traite négrière aussi. La traite négrière, avant donc, les Arabes. Donc tout cela a contribué à faire que nos États étaient extrêmement faibles. Comme nous sommes aujourd'hui, nous sommes des États faibles. Il y a un héritage. On voit qu'on est un peu éparpillé. Exactement. Donc il faut reconstruire encore la mémoire collective. Vous voyez que l'Afrique centrale reste la région la plus arriérée de l'Afrique aujourd'hui. Maintenant, que faire, professeur? Il faut changer. Il faut qu'il y ait de nouveaux dirigeants, qu'il y ait donc une prise de conscience des jeunes, de nouveaux mouvements sociaux. C'est là où moi j'ai dit que les intellectuels ont quand même une part de responsabilité. Absolument. Mais comment on peut avoir toute cette histoire douloureuse, ne pas tirer des leçons de l'histoire, savoir tracer un peu l'avenir? Normalement, ce ne sont pas des politiciens, ce sont les intellectuels. Quels sont les intellectuels? Moi, je ne sais pas, c'est vous qui êtes ici à Kinshasa qui pouvez me dire ce qu'ils font. Tout ce que je sais, que la plupart de mes collègues professeurs universitaires enseignent dans beaucoup d'universités. On m'a cité le chiffre là de 11 hier, qui enseigne dans 11 universités. Oui, ils sont dans les avions de l'État. Une question, prof. Vous êtes à l'extérieur, vous êtes mieux placé, vous donnez cours dans les grandes universités. Pourquoi vous ne parvenez pas à vous mettre ensemble de faire un lobby puissant comme les lobbies juifs qui défendent leur pays? Pourquoi vous n'arrivez pas à faire ça? Parce qu'on peut comprendre ici, d'abord les gens n'ont pas de mémoire, l'histoire n'a pas été bien apprise, et puis il y a des dictatures ici, qui sont arriérées. Mais vous êtes là-bas chez les Blancs, vous avez tous les moyens. Pourquoi vous ne parvenez pas à vous mettre ensemble pour penser à votre pays? Nous avons essayé, nous avons créé le centre de recherche et d'études sur le Congo, à ce moment-là sur le Zaïre, en 1979. C'est avec donc cette organisation que j'ai organisé un colloque universitaire en 1984 sur la crise au Zaïre. Hein? Donc il y a eu des gens qui sont venus de tous les coins du monde pour faire des présentations. J'ai publié un livre basé sur ce colloque. En 1990, j'ai organisé une deuxième conférence sur les perspectives de démocratie au Congo avec Étienne Tshisekedi comme speaker principal, et avec les représentants d'autres partis comme Lambert Mende, les gens le PSC, Parti social chrétien, et d'autres, ils sont venus à Washington. On a parlé. J'ai amené Étienne Tshisekedi au département d'État, à la Banque mondiale, à d'autres organismes qui s'occupent des questions des droits de l'homme, politique, et ainsi de suite. Est-ce que c'est suffisant pour changer la... Non, mais le problème est que c'est très difficile d'organiser les Congolais. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont d'autres préoccupations. Par exemple, je vous donne un petit exemple. Même les universitaires, les intellectuels congolais vivant à l'extérieur? Ah, mais oui, mais il y a des gens, par exemple, qui trouvent que c'est trop demandé pour cotiser $50 par an pour l'organisation. Ils trouvent ça un problème. Or, ils peuvent sortir une soirée, dépenser $200, $300. On peut dire que le problème nous a tués. C'est ça. Hein? Mais oui. Malgré les études que nous avons faites, nous sommes incapables de nous organiser. Mais oui, tout à fait.
C'est très difficile. Hein. Les gens pensent, par exemple, les 2 conférences que j'ai organisées là, j'ai mobilisé des fonds moi-même auprès des organisations. Je suis allé même à Continental Grain, donc la compagnie américaine qui a la grande minoterie de Matadi, ils m'ont donné de l'argent. Hein? J'ai demandé aux églises méthodistes, presbytériennes, ils m'ont donné de l'argent. J'ai demandé à des fondations, comme la fondation MacArthur de Chicago, qui s'occupe des problèmes de la paix, la fondation Ford et d'autres m'ont donné de l'argent. Alors le Congolais venait, par exemple, je disais, nous n'avons pas beaucoup d'argent, je vais vous mettre 2 par chambre à d'hôtel. Non, 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 pas du tout, moi, partager une chambre. Donc, avant de parler, il n'y a pas d'espoir. Non, non, il y a d'espoir. Moi, je crois que l'espoir réside dans la jeunesse. Et nous devons cultiver la jeunesse et aussi le mouvement des femmes. Le mouvement des femmes, les jeunes. Donc, c'est ces 2 groupes que nous devions vraiment mobiliser pour commencer à parler de la catastrophe que devrait le Congo. Prof, il y avait lu un document de Raymond Aron, un philosophe français. Je le connais bien. Qui disait qu'il avait écrit, il est libéral, en face des marxistes. C'est ça. Il dit aux marxistes, les marxistes sont dans des universités, mais les libéraux sont au pouvoir. Ça change. Donc pensez-vous qu'en criant comme ça, quand vous êtes au pouvoir, le Congo va changer? Non, mais ça dit que pourquoi est-ce qu'on s'organise? On s'organise pour prendre le pouvoir. Oui. Oui, il faut tout faire pour prendre le pouvoir. On attend quoi? Ah, non, moi, ce n'est pas moi seul qui doit décider ça. Quand vous regardez dans l'histoire des peuples, c'est quand les penseurs, les intellectuels pensent la société, ils disent ça doit changer. Tout à fait. Ça suffit que prendre le pouvoir, c'est pas prendre et faire un coup d'État. Changer la société. Changer la société. La pensée, la société change. On peut dire maintenant, est-ce qu'on peut s'organiser? Vous ne faites rien. Mais oui, mais le changement, ça vient comment? Ça vient par les médias comme vous. Il faut que les médias fassent leur travail d'instruire la population, de mieux connaître notre histoire. Moi, j'ai passé quoi? J'ai passé 2 séjours au Congo, 92 à la conférence nationale souveraine, 96 quand j'étais à la commission électorale. Je me suis forcé d'organiser des meetings à travers toute la ville de Kinshasa. J'étais invité dans pratiquement toutes les paroisses catholiques, bien que je suis protestant. J'étais invité pour parler aux jeunes. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Ils ne connaissent rien de notre histoire. Alors, et puis maintenant, la publication. L'ICREDES a donc entrepris cet effort de publier des livres, et même des livres à très bon marché, comme le petit livre que vous avez vu hier sur Patrice Lumumba. Personne n'achète ça. Hein? Mais ceux qui ont fait l'université, ils demandent gratuitement. Oui, ils demandent gratuitement. Donc il faut changer l'élite. On n'a pas d'autre choix. C'est ça. Ah, ok. Prof, est-ce que vous ne savez pas, peut-être avec l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir aujourd'hui, c'est une chance unique que les intellectuels produisent la pensée, s'imposent. Exactement. Pour que Tshisekedi mette en pratique ce que les penseurs intellectuels produisent. Mais curieusement, on voit que les autres, ils sont silencieux. Et ceux qui veulent, ils vont chercher du travail pour manger. C'est ça. On fait comment? On fait comment dans ces conditions? Parce que la population nous regarde. Oui. Non, mais j'espère qu'il y a... Il y en a même qui disent les Blancs étaient partis, il faut qu'ils reviennent. Quand vous partez à l'Est, on vous dit quoi? Ah non, tu as un livre, non, toi tu as échoué. Il faut que les Blancs reviennent. Est-ce qu'on s'interroge? Non, moi je ne suis pas d'accord avec cette position-là. Non, c'est la population. Oui, exactement, tout à fait. Mais je pense qu'il y a lieu qu'il y ait donc un engagement de l'intelligentsia congolaise de nouer un dialogue avec le chef de l'État et les autorités du pays pour voir dans quelle mesure nous pouvons aider à mieux éduquer notre population, à changer les valeurs. C'est la question qu'on avait traitée à la CNS. Comment changer les valeurs? Que le pays est dominé par les antivaleurs, il faudra maintenant réintroduire les valeurs. Mais comment voulez-vous, parce qu'on voit la plupart des intellectuels ici, quand ils vont voir les chefs, pour chercher du travail, il y a un problème. Les chefs vont faire quoi? Parce que vous voyez le président avec des fardes, ils cherchent du travail. C'est normal. Est-ce que ce n'est pas notre classe d'intellectuels qui est aussi pourrie, la classe politique, et qu'il faudrait changer? Oui, certainement. Il faut réformer la classe intellectuelle. Ok, prof, on est arrivé presque à la fin de l'entretien. Je pense qu'on a fait la première partie de l'opposé de 1885
en 1908. Oui, Ça, c'est un État indépendant du Congo. c'est ça. Il faut rappeler ici, ce n'est pas l'histoire, c'est l'histoire politique. Tout Les à profs fait. politologues, il n'est pas historien. Ouais. Donc prochainement, on va prendre la partie de 1908 en 1960. C'est ça. Donc c'était le Congo belge. On a annexé le Congo à la Belgique. Mais il y a quand même certaines personnes qui ont publié, je pense que quand on fait les émissions, c'est pour que les gens aient aussi le temps Bien de sûr. suivre et d'avoir des références. C'est ça. J'ai amené au moins 3 livres, 4. Donc le premier, c'est Les crimes du Congo, Arthur Conan Doyle. De l'anglais, oui. Oui, très très bon. Vous avez tout lu. Oui, je connais bien celui-là. Donc le deuxième, c'est Adam Hochschild, Les fantômes du roi Léopold, et l'Holocauste oublié. C'est ça. Oui. Prof, maintenant, il y a un problème. On dit il y a génocide, les autres disent qu'il y a massacre. Oui. Est-ce qu'il y a eu des génocides de Léopold II au Congo? C'est-à-dire qu'en droit international, et surtout d'après la Convention des Nations Unies, un génocide est un processus qui est prémédité. Qu'on a pris décision, qu'on a l'intention d'éliminer un groupe donné sur base de race, ethnicité, religion, ainsi de suite. Sur base de cela, ce qui s'est passé au Congo n'était pas un génocide. Donc il ne faut pas se confondre le génocide avec des massacres. On peut massacrer des millions de gens sans que ce soit un génocide. C'est la définition des Nations Unies. Des Nations Unies, c'est ça. C'est ça. Alors par exemple, en Namibie, les Allemands ont pris comme décision, ils ont eu l'intention d'éliminer les Herero et les Nama. Voilà, il y a 2 semaines, l'Allemagne a reconnu que ce qui s'est passé en Namibie en 1904, c'était un génocide. C'était d'ailleurs le premier génocide du XXe siècle. C'était passé ici en Afrique. Est-ce que ce n'est pas parce que chez nous... Et le nombre de gens tués est de loin inférieur au nombre de gens tués. Il faut attendre que l'Occident définisse le mot de génocide et que nous... Non, mais ça c'est une définition internationale. Mais occidentale. Oui, bien sûr, nous faisons partie des Nations Unies. Si nous ne sommes pas d'accord, il faut changer cette définition. Il faut changer cette définition. Mais ce qui s'est passé au Congo, ça fait quand même partie de l'un des 3 crimes principaux en droit international. Donc, crime contre l'humanité, crime de guerre et crime de génocide. C'était des crimes contre l'humanité. Il n'y a pas eu procès. Mais on n'a pas condamné Léopold II, on n'a pas condamné les... Donc, traduit en justice, même internationale. Mais nous vivons la même chose aujourd'hui. Oui, mais c'est pour cela que... on paye le massacre, ça fait 10 millions de morts. Oui, mais la Belgique... Il n'y a rien du tout. La Belgique, qui est l'État successeur, doit être confrontée à ce problème. Donc, en tant qu'État successeur, il est responsable de ce qui a été fait par le prédécesseur. Donc, c'est la Belgique qui a la responsabilité de pouvoir reconnaître. Mais si la Belgique ne reconnaît pas, on va faire comment? Mais il faut continuer à pousser pour qu'il le reconnaisse. Tout est question de rapport de force. De force, bien sûr. Absolument. On est à la fin. Il y a un grand livre, un grand historien qui est décédé, un Belge, Jean Stengers. Stengers. Il a écrit Congo, mythe et réalité. Voilà. L'histoire. C'est un des meilleurs livres que j'ai lu. Oui. Il parle bien enfin, c'est lui qui donne une bonne analyse de Berlin. C'est que c'est passé à Berlin. Effectivement. Mais combien de Congolais, parmi les élites intellectuelles, même historiens, lisent ça? Très peu. Le dernier livre, c'est Léopold II, potentat congolais, l'action royale face à la violence coloniale, Pierre-Luc Plasman. Celui-ci dit que Léopold II n'est pas responsable de massacre. Parce qu'il n'est pas sur place. Et qui est responsable? Et on a l'impression que c'est une thèse de doctorat d'un historien. Pourquoi les Belges ont tendance à laver Léopold II? Je ne sais pas. Enfin, à falsifier l'histoire du Congo. Pourquoi? Non, mais ça c'est tout à fait inacceptable. Donc, on ne doit pas falsifier l'histoire. Léopold II était le roi souverain du Congo. Tout ce qui s'est passé au Congo, c'est de sa responsabilité. Donc, il ne peut pas échapper à sa responsabilité. C'est lui qui signait le décret autorisant les administrateurs à faire ceci, faire cela. Il fait le nombre, le kilo de caoutchouc qui devait être livré chaque jour. Il était responsable de ça. Et pour les accumuler, les administrateurs devaient user
toute force nécessaire pour obtenir ce dont ils avaient besoin. Donc, c'est lui qui est responsable. Prof, 61 ans après, j'ai dit, on a vu les caoutchoucs rouges, on a coupé les mains, ça fait à peu près 10 millions de morts. Oui. Même si on ne veut pas reconnaître que c'est un génocide, parce que les autres ont défini. Mais nous, nous disons c'est notre génocide à nous. Oui, ça va. Okay. Maintenant, il y a encore un autre génocide qui se passe sous nos yeux. À l'Est, ça fait 10 millions de morts. C'est ça. On ne voit pas les défenseurs des droits de l'homme en parler. En parler, rien du tout. Est-ce qu'on peut encore faire confiance à la communauté internationale, entre guillemets? Oui. Mais je crois que la communauté internationale, c'est quoi? Ce sont les grandes puissances. Les grandes puissances n'agissent qu'à partir de leurs intérêts. Hein. Ce sont eux d'ailleurs qui ont encouragé le Rwanda et l'Ouganda d'envahir le Congo. Donc l'entrée du Rwanda et de l'Ouganda en 1996 et en 1998, ils ont reçu un feu vert de Washington et de Londres avant d'intervenir. Donc ces deux capitales sont aussi responsables de ce qui s'est passé chez nous. Ok, merci beaucoup, prof. Je pense que ça c'est la première, donc la deuxième partie de notre entretien. On va encore continuer la troisième sur le Congo belge de 1908 en 1960. Ça va. En tout cas, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec le prof. Ça fait très mal. 61 ans après, les Congolais n'ont pas de mémoire. Et notre peuple ne connaît pas l'histoire. Qu'on profite de la présence de Félix Antoine Tshisekedi à la tête de l'Union africaine et à la tête du pays pour que nos enfants deviennent conscients grâce à l'histoire de ces pays. Si on ne fait rien, nous serons les esclaves des autres. Une fois de plus, merci, bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, professeur. Bonsoir, merci beaucoup.